Bonjour, le week-end dernier c'était tournoi, mais tournoi par équipe, une première en ce qui me concerne, car se tenait alors à Nantes le West Team Championship 2020 organisé par l'excellent Nantes Squadron. Et du coup, je m'y suis retrouvé et je ne savais pas très bien comment ni pourquoi. Enfin si, les Wookiees bordelais voulaient y envoyer deux équipes, une équipe A très compétitive et une équipe B plus fun ou cool pour ne pas dire rigolole. Je n'avais clairement pas ma place dans la première, mais on m'a proposé d'intégrer la seconde et j'ai dit ok un peu sur un coup de tête, ce qui ne m'engageait pas moins. Il se trouve que l'équipe A décommandé à la dernière minute, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais du coup, chose pas du tout prévue à la base, l'équipe B et une équipe B recomposée à l'arrache, à vrai dire, s'est retrouvée la seule à porter les couleurs des Wookiees. Je n'en étais que plus inquiet, plus que d'habitude, veux-je dire. Dans des tournois en solo, je suis le seul à faire les frais de mes erreurs tactiques, mais cette fois je serai membre d'une équipe et mes coéquipiers pourraient être amenés à pâtir de mes bêtises. Et en plus, il y aurait plein de Bretons là-bas. Mais qu'allais-je faire dans cette galère quand je pense à faire Nantes? Quelques mots sur le fonctionnement du tournoi et d'abord sur la composition des équipes. La base était assez simple, le format était étendu à 200 points et chaque équipe comprenait 5 joueurs. Ces 5 joueurs devaient ensuite représenter des factions différentes. Il ne pourrait pas y avoir, par exemple, 2 listes rebelles dans une même équipe. 5 joueurs pour 5 factions sur 7, cela impliquait des choix globaux aussi bien qu'individuels, qui n'étaient pas sans conséquences. Dans le cas de l'équipe B des Wookiees, plus précisément de celle qui a effectivement concouru, notre capitaine Sabrina jouait la résistance, Tom jouait l'alliance rebelle et je jouais le premier ordre. Nous avions initialement un joueur républicain, mais il avait été remplacé il y a quelque temps de cela par un mercenaire, entre guillemets, Stéphane, qui jouait séparatiste. Enfin, notre joueur impérial ayant déclaré forfait à la dernière minute, c'est finalement le camarade Yves-Marie, initialement de l'équipe A, qui a porté les couleurs de l'Empire Galactique au sein de l'équipe B. Et avec la liste qu'il avait prévue pour l'équipe A, pas celle qu'il remplaçait. L'incertitude à cet égard s'est prolongée jusqu'aux toutes dernières minutes avant la première ronde. Je donnerai le détail de ces listes un peu plus loin. Chose importante à noter, les listes de tous les joueurs étaient connues depuis pas loin d'un mois quand le tournoi a débuté. Un gros document avait été diffusé qui permettait de se faire une première idée des appariements possibles et ou souhaitables. Celui-là je me le sens, celui-ci me fait peur, etc. Mais la décision en la matière ne serait prise qu'au tout dernier moment, en principe par les capitaines des équipes qui devaient s'affronter. Dans notre cas, la prise de décision est régulièrement revenue à Yves-Marie, de loin le plus capé d'entre nous. Si la concertation au sein de l'équipe était bien sûr de la partie. Comme de juste les deux équipes interviennent dans les appariements et leurs intérêts divergent. L'attribution des adversaires reposait dès lors sur un système de cartes, laissant plus ou moins de champ libre et de place au bluff, etc. Je ne vais pas rentrer dans les subtilités de ce système, d'autant que je ne suis pas bien sûr de l'avoir parfaitement compris, ou plus exactement d'avoir bien intégré toutes les finauderies tactiques à l'œuvre, mais il impliquait régulièrement de faire des sacrifices. Aussi, de prendre en compte le risque non négligeable d'affrontements miroirs, car certaines listes étaient récurrentes, notamment j'ai l'impression pour les séparatistes et le premier ordre, et j'étais donc concerné. Bien sûr, dans pareille approche, l'intérêt supérieur de l'équipe prime sur les désirs individuels des joueurs. Du fait de l'absence de l'équipe A des Wookiees bordelais qui a semé un peu la zone, on s'est retrouvé avec 13 équipes en tout. Il y aurait 6 rondes suisses, 4 le premier jour, 2 le suivant, puis une dernière ronde de classement. Le dit classement se ferait donc par équipe, mais les performances individuelles de chaque joueur seraient également prises en compte dans un classement parallèle, par faction cette fois, qui a été le meilleur joueur impérial, etc. Passons à ma liste, et vous la connaissez déjà si vous êtes un habitué de cette chaîne, j'en avais causé dans ma vidéo passif-agressif. C'en était en fait la première phase de test déjà dans l'optique de ce tournoi, il y en a eu quelques autres entre-temps qui n'ont pas débouché sur des comptes rendus. Histoire de ne pas vous obliger à jongler entre les vidéos, je vais en reprendre ici la présentation, mais quasiment mot pour mot. Ceux qui veulent, n'hésitez pas à faire défiler jusqu'au résumé des listes de mes coéquipiers. Note importante, ce tournoi a eu lieu juste un peu avant la mise à jour des points d'escadron de janvier. Les valeurs en points données pour ma liste, comme pour toutes les autres que je vais mentionner dans cette vidéo, ont donc pu changer depuis et parfois drastiquement. Comparer systématiquement avec les nouveaux coups n'aurait pas vraiment de sens et compliquerait inutilement le propos, mais gardez cela en tête. Et donc une liste du premier ordre à 4 vaisseaux, 3 chasseurs TSF qui sont 3 survivants de l'escadron Zeta, mais aussi un gros socle en su, le lieutenant Tufson à bord de sa navette de commandement de classe Upsilon. Il s'agit bien sûr d'une variation sur la liste 4 TSF plus Scorch que j'avais découverte entre les mains de Don Diego dans ma vidéo Celle qui chuchotait dans les ténèbres. Sur les 9 listes du premier ordre présentes au tournoi, 4 étaient parfaitement identiques qui reprenaient cet archétype à 5 vaisseaux. 2 autres, dont la mienne, aménageaient un chouïa à la liste basique pour y laisser une petite place au lieutenant Tufson, avec du coup un vaisseau de moins. Les 3 listes restantes étaient plus diverses,
qui alignait généralement un ou des silencers ainsi que quick draw, etc. Mais ça faisait tout de même 6 listes miroirs d'une certaine manière, dans la mienne donc. Commençons par la base de 6 de ces 9 listes donc, car le vaisseau crucial ici est le chasseur TSF générique, qu'est le survivant de l'escadron de Zeta, 32 points d'escadron, à initiative 2. L'atout essentiel de ce chasseur dans cette liste réside dans ses capacités génériques tourelle d'armes lourdes. Cette tourelle ne peut être tournée que vers l'avant ou vers l'arrière, pas sur les flancs. Elle constitue en elle-même une attaque à 2 dés rouges, alternative à l'attaque primaire dans l'arc avant, qui est de 2 dés rouges également. Dès lors, concrètement, et sans avoir besoin de recourir à l'artilleur des forces spéciales réservé au TSF, il faut entendre par là que tourner la tourelle vers l'arc arrière permet d'attaquer à 2 dés rouges aussi bien dans l'arc avant que dans l'arc arrière. Point important, il est très aisé de faire pivoter cette tourelle car les 4 actions de base du TSF, concentration, évasion, acquisition de cible, ce qui nous intéresse le plus ici comme on le verra, et tonneau, peuvent toutes être enchaînées avec une action de rotation de la tourelle blanche. Enfin, on doit considérer le prérequis d'attaque dans l'arc avant des missiles équipés comme correspondant en fait à l'arc de tourelle, ce qui change tout. Mais avant de causer des missiles équipés, revenons d'abord à la question de l'orientation de la tourelle et des actions liées, car c'est ici qu'interviennent les senseurs passifs, 3 points d'escadron. Ce senseur dispose d'une charge récurrente, il procure une action qui consiste en fait à dépenser cette charge. Cette action ne peut s'effectuer que lors de l'étape effectuer une action du vaisseau, entendre par là qu'elle ne peut pas être déclenchée par un autre effet de jeu comme, mettons, une coordination. D'ailleurs, la carte précise également qu'un vaisseau dont la charge de senseur passif est inactive ne peut pas être coordonné. Mais voilà, quand c'est au tour du vaisseau de s'engager, si sa charge est inactive, il peut choisir d'effectuer soit une action de calcul, soit une action d'acquisition de cible. C'est l'atout essentiel de cette carte, retarder le verrouillage jusqu'au dernier moment pour l'effectuer avec une information parfaite. Mais sur le TSF, il y a comme un bonus. En effet, dans la barre d'action du chasseur, l'acquisition de cible peut être enchaînée avec une action de rotation de la tourelle blanche. Et du coup, c'est aussi le cas du verrouillage procuré par les senseurs passifs. L'information parfaite vaut donc aussi pour l'orientation de la tourelle et c'est vraiment parfait. A noter cependant l'action de calcul ne figurant pas dans la barre d'action du TSF, si le chasseur choisit de calculer avec les senseurs passifs, dans ce cas il ne pourra pas faire pivoter sa tourelle. Mais ça n'est pas bien gênant et en principe le choix du verrouillage sera peu ou prou constant. Maintenant, de base le TSF ne dispose que d'attaques à 2 dés rouges, ce qui n'est pas très agressif. Il faut donc le muscler un peu et la solution la plus évidente consistera à l'équiper de missiles à concussion, 6 points d'escadron. Ces missiles correspondent à une attaque à 3 dés rouges dans l'arc avant, ce qui sur le TSF est aussitôt remplacé par dans l'arc de la tourelle. C'est une attaque à portée 2 à 3, n'autorisant pas les modificateurs de portée. Parfait. À portée 1, le TSF aura de toute façon 3 dés rouges aussi bien avec son attaque dans l'arc avant qu'avec son attaque de tourelle. Et assaisonner l'ennemi de missiles depuis une position reculée, très accessible du fait du cadran de manœuvre assez versatile du TSF, l'empêchera de bénéficier de frustrants bonus de portée. L'attaque requiert une acquisition de cible qui sera donc très facile à obtenir avec les senseurs passifs. Elle nécessite aussi la dépense d'une charge et il y en a 3. Attention ici, le TSF ne dispose pas de l'action de rechargement. Une fois ces munitions dépensées, elles ne reviendront pas. Si la partie s'éternise, cela peut constituer un problème. Enfin, petit bonus non négligeable, après que cette attaque a touché, chaque vaisseau à portée 0 à 1 du défenseur, ce qui l'inclut donc, doit exposer une de ses cartes de dégâts. Le TSF fonctionne donc très bien avec ces deux améliorations ensemble. À l'unité, mes survivants de l'escadron Zeta représentent en tout 41 points d'escadron, j'en joue 3 exactement pareil, pour un total de 123 points d'escadron. La liste classique en aligne pourtant 4, plus le chasseur TIFO qu'est Scorch. Ce qui est très bien et éventuellement meilleur que ce que j'ai préféré jouer, mais j'étais séduit par une autre option, celle d'associer à mes TSF un gros machin, en l'espèce une navette de commandement de classe Upsilon, pilotée par l'indispensable lieutenant Tefson, 64 points d'escadron, à initiative 3. L'Upsilon est un gros machin, un veau pas facile à faire tourner mais qui encaisse avec ses 6 points de coque et 6 boucliers. Il a un dé d'agilité par ailleurs, c'est toujours mieux qu'un décimateur, mais il dispose aussi de l'action de renforcement. Mais en fait de vaisseau de soutien, l'Upsilon tape lourd avec son attaque à 4 dés rouges qui en a surpris plus d'un. Inutile ici de développer sur la capacité générique batterie jumelée car je n'ai pas équipé mon Upsilon de canon. En revanche, la capacité spéciale de Tefson doit être mise en avant parce qu'elle est véritablement excellente. En effet, pour chaque dégât subi, rappelle que le premier ordre est essentiellement masochiste, le lieutenant peut dépenser une charge, et il en a 2 à récurrence d'une par tour, pour effectuer une action, soit concentration, acquisition de cible, renforcement, ce qui s'avérera très utile si l'Upsilon doit subir le feu d'autres vaisseaux, à tout hasard d'une nuée séparatiste,
Coordination, pas forcément quelque chose de très utile ici si l'on prend en compte que l'utilisation des senseurs passifs prohibe la coordination, mais dans tous les autres cas cela peut s'avérer crucial. Ou enfin brouillage, ce qui peut toujours servir. C'est vraiment chouette tout ça. Surtout combiné avec le reste, car mon Upsilon bénéficie de deux améliorations qui fonctionnent très bien ensemble. D'une part, l'équipage copilote perspicace, 8 points d'escadron, qui stipule simplement que quand on effectue une action de concentration, on gagne un marqueur de concentration. Sous-entendu supplémentaire, on en gagne donc 2 pour le prix d'un. Tefson aura dès lors tout intérêt à privilégier la concentration pour sa première action, le plus souvent. Et ce d'autant plus que, d'autre part, il est équipé de la technologie optiques avancées, 4 points d'escadron. Dès lors, tant qu'il effectue une attaque, il peut dépenser un marqueur de concentration pour changer un résultat vierge en résultat dégâts. On l'a vu, avec le copilote perspicace, Tefson aura souvent deux yeux. Du coup, en dépensant un pour convertir le résultat concentration et l'autre pour changer un vierge en dégâts, son attaque est passablement fiabilisée et nous parlons d'une attaque à 4 dés rouges, 5 à portée 1. Alors si en plus un adversaire imprudent s'est fait verrouiller par Tefson, ouais, c'est du brutal, carrément, j'aime bien. Le lieutenant Tefson équipé de la sorte représente en tout 76 points d'escadron. C'est beaucoup, mais avec la possibilité d'attaque aussi brutale et fiabilisée, la capacité à encaisser pas mal et éventuellement à captiver la puissance de feu ennemie, ce qui est tout bénef pour MetaSF, ou le potentiel de nuisance alternatif à base de blocage ou de brouillage, je crois que ça en vaut la peine. Ce qui nous fait une liste à 199 points d'escadron et je vous en affiche en ce moment même le résumé. Quelques mots maintenant sur les listes de mes coéquipiers, puisque après tout il s'agissait d'une affaire collective. Commençons par notre capitaine, Sabrina, qui jouait la résistance. Sa liste alignait 4 vaisseaux, tous des petits socles. Nous avions tout d'abord un transport de la résistance qui était Covanel, 38 points d'escadron. Elle embarquait un équipage de poids en la personne de Leia Organa, 19 points d'escadron, et bénéficiait, comme tous ses camarades dans cette liste d'ailleurs, du talent adjectif de la faction héroïque, 1 point. Après quoi le transport bénéficiait de la technologie optiques avancée, 4 points, décrite plus haut, mais aussi de boucliers améliorés, 4 points encore, pour 66 points d'escadron en tous, ce qui est somme toute raisonnable, surtout avec Leia à bord. Puis nous avions 2 chasseurs et d'abord, emblématique de la faction, un X-Wing T-70 qui était piloté par Nyan Numb, 55 points d'escadron. Il bénéficiait bien sûr de la configuration gratuite S-Foils intégrée, ainsi on l'a vu que du talent héroïque, 1 point. Enfin il avait la technologie analyseur de modèle, 5 points, pour 61 points d'escadron en tout. Next, un A-Wing RZ-2 piloté par Zari Bangle, 35 points. Outre le talent héroïque, 1 point, il disposait d'un autre talent prédateur, 2 points, et coûtait donc 38 points d'escadron en tout. Enfin, nous avions un module de transport de la résistance piloté par Ross Tycho, 26 points d'escadron. L'ingénieur avait elle aussi le talent héroïque, 1 point, mais elle embarquait en outre un équipage copilote perspicace, 8 points, pour 35 points d'escadron au total. Ce qui nous faisait une liste à 200 points d'escadron tout rang, et je vous en affiche en ce moment même le résumé. Passons maintenant à la liste de Tom qui représentait l'Alliance Rebelle au sein de l'équipe B des Wookiees bordelais. Il jouait 4 vaisseaux, 3 petits socles et un moyen. Le petit qui était plus ou moins un rebelle bif, et j'avais déjà eu l'occasion de vous causer de cette liste précisément dans ma vidéo, celle qui chuchotait dans les ténèbres, là encore. Bah oui, nous étions tous en phase de test pour ce tournoi. Le socle moyen était un classique U-Wing UT-60D, plus précisément un Renégat partisan générique, 43 points d'escadron. Il bénéficiait bien sûr de sa configuration gratuite L-Pivot et embarquait comme de juste l'avatar rebelle de Leia Organa, 6 points, pour 49 points d'escadron en tout. Côté chasseur, nous avions tout d'abord un gros tard en la personne de Brylan Stram à bord de son B-Wing ASF-01, 51 points d'escadron, avec une seule amélioration, la modification coque améliorée, 3 points. Il représentait donc 54 points d'escadron pris dans sa globalité. Après quoi, nous avions un X-Wing T-65 générique, à savoir un vétéran de l'escadron rouge, 43 points, là encore avec sa configuration gratuite, cette fois servomoteur S-Foils. Mais il embarquait en outre un Astromech R3, 3 points, pour 46 points d'escadron au total. Enfin, dernier vaisseau de la liste, Dodge Vander à bord de son Y-Wing BTL A4, 40 points. Il avait une tourelle dorsale, 3 points, contrôlée par un artilleur de tourelle vétéran, 8 points, pour 51 points d'escadron en tout. Et là encore, une liste à 200 points d'escadron tout rond, en voici le résumé. Et c'en est fini de l'équipe B initiale des Wookiees bordelais, car les 2 autres joueurs prévus à la base n'ont pas pu se rendre au tournoi. Il leur fallait donc des remplaçants. Le premier joueur à avoir déclaré forfait devait représenter la République, mais en s'y prenant à l'avance avec les organisateurs, on a pu faire en sorte que Stéphane, le mercenaire, entre guillemets, qui le remplacerait, puisse jouer sa propre liste séparatiste. C'était une grosse nuée à 8 vaisseaux, assez récurrente dans son principe dans les différentes équipes, 4 variations très proches sur 10 listes séparatistes en tout.
Pas autant que je le pensais, hein. Le Nantex était très fréquent dans les 6 listes restantes, mais aussi, plus surprenant à mes yeux, le bombardier droïde de classe Iéna Kamikaze DBS 404, que j'aime beaucoup, mais que je ne sentais pas vraiment sur le terrain compétitif, à tort donc. Le risque de miroir était donc non négligeable ici, mais pas systématique non plus. En guise de chef d'escadrille et seul pilote organique de la liste, nous avions classiquement le capitaine Cyr à bord de son chasseur Bell Ballad 22, 39 points d'escadron. Il bénéficiait du titre Soulless One, 6 points, et embarquait le relais tactique TA 175, 5 points, pour 50 points d'escadron en tout. Après quoi, nous n'avions que des chasseurs droïdes de classe Vulture, et plus précisément 7 drones de la Fédération du Commerce, 19 points. Tous étaient équipés de leur support d'ancrage, 1 point, mais 2 d'entre eux emportaient en outre des missiles Discord, 4 points. Ces deux-là représentaient 24 points d'escadron seulement en tout, soit 48 points d'escadron ensemble, tandis que les 5 vaisseaux restants ne coûtaient que 20 points d'escadron pièce et donc 100 points d'escadron en tout, soit 148 points d'escadron pour l'ensemble des Vultures. Ce qui nous faisait une liste à 198 points d'escadron en tout, dont voici le résumé. Mais le joueur impérial prévu initialement dans l'équipe B des Wookiees bordelais a lui aussi déclaré forfait, bien tardivement. Il a été remplacé au pied levé par le camarade Yves-Marie, initialement le joueur impérial de l'équipe A, laquelle ne viendrait pas. Ces décisions ont été prises la veille seulement du tournoi et il y avait toujours une incertitude quant à la liste que jouerait Yves-Marie. Serait-ce la sienne, ce qu'il espérait, ou celle du joueur qui le remplaçait? Les organisateurs se sont concertés entre eux et avec les capitaines des 12 autres équipes, et Yves-Marie a pu jouer sa propre liste. Après tout, elle n'était pas inconnue des autres joueurs puisqu'elle figurait dans le document récapitulatif des listes. La seule différence était dans le contexte de l'équipe A, ce qui pouvait faire varier les pairings anticipés. Il s'agissait d'une liste à 3 vaisseaux dont un très gros machin, un décimateur VT-49 sous les ordres du vice-amiral Shirano, 76 points. Il bénéficiait de son titre Dauntless, 4 points, et embarquait le redoutable équipage Dark Vador, 14 points. Mais aussi un apprenti technicien, 4 points. Il était équipé de boucliers améliorés, 3 points, pour un prix minimal du fait de l'agilité de 0 de ce gros veau, mais aussi de bombes à protons, 5 points, et enfin du talent tireur hors pair, 1 point, soit 107 points d'escadron tout de même. 2 TIE Dunst V1 l'accompagnaient qui étaient 2 inquisiteurs génériques, 35 points. Tous deux étaient équipés de senseurs passifs, 3 points, et de missiles à concussion, 6 points, que je vous ai décrits plus haut en traitant de ma liste. Enfin, un des deux seulement disposait du pouvoir de la force Sens, 5 points. Celui-ci représentait donc 49 points d'escadron en tout, et l'autre 44 points, ensemble 93 points d'escadron. Pour une liste à 200 points d'escadron tout rond, et en voici le résumé. Allez, c'est parti. La première partie du tournoi nous a opposé à l'équipe SSL, basée à Angers, sauf erreur. Les appariements ont fait qu'en dernier ressort, je me suis retrouvé à affronter Florian, le joueur premier ordre de SSL. Il jouait la classique liste à 4 chasseurs TSF, 4 survivants d'escadron Zeta, 32 points d'escadron, tous dotés de senseurs passifs, 3 points, et de missiles à concussion, 6 points, avec en complément le chasseur Taefo Scorch, 34 points d'escadron, doté du talent adjectif de la faction Fanatic, 2 points. Bon, bien sûr, sur la photo, comme j'en ai déjà expliqué une première fois, moi je n'ai que 3 TSF, donc le Taefo qui s'est glissé dans la formation est bien sûr censé être un TSF. Pour une liste à 200 points d'escadron tout rond, dont voici le résumé. Cet appariement quasi miroir ne m'enchantait pas. Le fait d'avoir une opportunité de tir de plus par tour et de disposer de 3 charges de missiles à concussion supplémentaires me paraissait jouer en faveur de mon adversaire, mais quand faut y aller, le choix du premier joueur me revenait et il me semble que j'ai décidé de prendre l'initiative. Nos vaisseaux s'activeraient donc dans cet ordre, mes survivants de l'escadron Zeta, ceux de Florian, le lieutenant Tafson, puis Scorch. Et ils s'engageraient dans l'ordre suivant, Scorch, lieutenant Tafson, mes survivants de l'escadron Zeta et ceux de Florian. Nous nous étions tous deux munis de 3 petits astéroïdes que nous avons en gros placés de manière symétrique de sorte à dessiner un large couloir au centre, ce qui m'arrangeait pour Tafson. J'ai déployé mes 3 TSF en formation souple au centre, puis Florian a placé les siens plutôt du côté de l'angle en haut à gauche de mon point de vue. Le lieutenant Tafson s'est calé dans l'angle en face, positionné de sorte à pouvoir avancer doucement vers le milieu du tapis de jeu le cas échéant, tandis que Scorch en solitaire s'est retrouvé au centre, en gros en face de mes TSF. Classiquement pour cette liste, nous avons tous deux avancé très prudemment au premier tour, Tafson faisant à vrai dire un stop rouge. Avec cet affrontement quasi miroir, c'était peu ou prou inévitable. Un constat qui s'est appliqué à Florian à nouveau au tour suivant, mais de mon côté j'ai finalement choisi de me montrer plus agressif en réorientant mes TSF pour attaquer mon adversaire de biais. Avec Tafson, il dessinait ainsi une zone qui serait riche en tirs de mon côté, et Florian a à son tour fait pivoter ses TSF tout en gardant ses distances. Scorch se montrait plus prudent, restant en arrière.
Il y a eu les premiers échanges de missiles à concussion avec les TISF les plus à l'extérieur, mais rien de concluant de part et d'autre. Au tour suivant, les choses se sont davantage agitées, les TISF de Florian surtout opérant une accélération soudaine. Les tirs se sont montrés plus nourris et globalement les dés ont plutôt joué en ma faveur. J'ai obtenu le premier sang en concentrant mes tirs sur un des survivants d'Escadron Zeta qui avait été un peu amoché au tour précédent. Cela dit, Scorch avait assez sérieusement endommagé un de mes chasseurs parallèlement. Mais on a ensuite franchi un cran en termes de brutalité. Mes TSF sont passés derrière le lieutenant Tefson de sorte à pouvoir attaquer avec leurs tourelles, leurs équivalents chez Florian. Surtout, l'Upsilon elle-même s'est ménagée à un très beau tir fiabilisé à mort, ce qui se reproduit presque à chaque tour dans cette partie, en fait, et ça c'était inespéré. Il a donc pu tirer ainsi sur un des survivants de l'escadron Zeta d'en face. À la fin de ce tour, Florian avait perdu 2 TSF supplémentaires. J'en avais également perdu un de mon côté, mais c'était inévitable, et les étoiles s'alignaient clairement en ma faveur. J'avais désormais un vaisseau de plus que mon adversaire, dont un Tafson pas évident à sortir, et qui décidément tapait comme un sourd. Faire tourner ce gros veau, cela dit, n'avait rien d'évident, mais j'ai quand même pu faire en sorte que l'ultime TSF de Florian se retrouve dans mon arc de tir, et je lui ai fait de gros dégâts. Pendant ce temps, à l'autre bout du tapis de jeu, mes TSF se retournaient tranquillement. Au tour suivant, un stop rouge de Tufson a pris Florian au dépourvu. Scorch était une cible très tentante, mais sur le long terme, il me paraissait plus crucial d'achever d'abord le dernier TSF adverse. Mes propres TSF seraient ensuite plutôt bien placés pour s'en prendre au TFO. Le pari à payer, en face s'il n'y avait plus que Scorch. Et si l'un de mes TSF était trop loin pour s'en prendre à lui, l'autre, mais aussi Tufson, qui avait choisi de composer avec son stress, était en mesure de lui infliger des dégâts. Et au tour suivant, mes 2 survivants de l'escadron Zeta ont fini par sortir le TFO, mon adversaire était tablé. Il m'avait infligé des dégâts, cela dit. Si un seul de mes TSF avait quitté le tapis de jeu, Florian avait obtenu la moitié des points pour les 2 autres ainsi que pour Tufson. Mais ça me laissait tout de même une bonne marge de victoire, de 100 à 121. Ouf. Du côté de mes coéquipiers, Sabrina affrontait la liste séparatiste de Frédéric, mais ce fut une défaite pour les Wookiees, hélas, 48 à 139. Tom avait quant à lui été à Paris avec le joueur rebelle de SSL qui jouait une liste relativement proche de la sienne, mais défaite là encore 93 à 188. Stéphane en revanche gagnait sa partie face au joueur Rakai, Nicolas, et Yves-Marie également face à Félix, joueur républicain. L'équipe B des Wookiees bordelais avait donc remporté 3 matchs sur 5 et gagné cette première ronde. Lors de la deuxième ronde, nous avons affronté l'équipe Onyx Wing à La Rochelle. Au terme des appareillements, je me suis retrouvé opposé au joueur rebelle, Arnaud. Sa liste comprenait 4 vaisseaux. Tout d'abord, Wedge Antilles à bord de son X-Wing T-65, 55 points d'escadron. Il bénéficiait bien sûr de la configuration gratuite servomoteur S-Foils, mais aussi du talent tireur hors pair, 1 point, pour 56 points d'escadron en tout. Après quoi, il y avait 2 B-Wing ASF-01, soit Brylan Stram, 51 points, et Tennum, 48. Tous deux avaient également le talent tireur hors pair, 1 point, et représentaient donc respectivement 52 et 49 points d'escadron, ou 101 points d'escadron ensemble. Restait enfin à Wing RZ1, Jake Farrell, 36 points, équipé de roquettes à proton, 7 points, pour 43 points d'escadron en tout. Ce qui nous faisait une liste à 200 points d'escadron tout rond, dont voici le résumé. Cette liste me paraissait prenable. Pas évidente, certainement pas, notamment du fait de la brutalité et de la résilience des B-Wing, mais prenable. Le choix du premier joueur me revenait. Tous les vaisseaux d'Arnaud avaient l'initiative supérieure au mien, et la question ne se posait donc que pour le placement des obstacles. J'ai du coup choisi de jouer en premier. Nos vaisseaux s'activeraient donc dans cet ordre: survivant de l'escadron Zeta, lieutenant Tufson, Brylan Stram plus Jake Farrell plus Tannum, Wedge Antilles. Et ils s'engageraient dans l'ordre exactement inverse: Wedge Antilles, Brylan Stram plus Jake Farrell plus Tannum, lieutenant Tufson, survivant de l'escadron Zeta. Arnaud s'était muni d'un gros astéroïde et de 2 gros nuages de débris. Je voulais autant que possible les repousser du côté de la zone de déploiement adverse, afin de me ménager du champ pour l'Upsilon. En définitive, c'est bien ce qui s'est produit, mais Arnaud a placé 2 de mes petits astéroïdes pile au centre du tapis de jeu. J'ai déployé mes vaisseaux, en gros comme lors de ma partie précédente, en décalant juste un peu mes TSF sur la gauche. Arnaud a placé son X-Wing et ses B-Wing dans le coin en haut à gauche du tapis de jeu, et Jake Farrell dans le coin opposé, seul face au lieutenant Tufson. Sans surprise, progression très prudente de part et d'autre au premier tour de jeu. Au suivant, c'est moi qui choisis de me montrer plus agressif. J'avance davantage mes TSF, mais surtout je réoriente Tufson pour qu'il s'occupe du moustique Jake Farrell. Ses premiers échanges de tirs sont cependant décevants, et si le A-Wing ne s'en sort pas indemne, il est loin de se trouver véritablement en difficulté. Bien sûr, au tour suivant, il accélère et passe dans le dos de ma navette, c'était inévitable et j'ai choisi de l'ignorer, du moins avec Tufson, lequel virait à gauche pour faire face aux 3 autres vaisseaux rebelles. Mes 3 TSF quant à eux pivotaient à droite, et l'idée étant de me ménager des arcs de tir aussi bien sur l'escadrille d'Arnaud que sur son A-Wing isolé, mais les distances demeuraient trop importantes pour que cette tactique paye.
Et j'ai à vrai dire très mal positionné mes TSF en voulant poursuivre sur cette stratégie foireuse. Un seul d'entre eux a été en mesure de tirer sur Jake Farrell, mais sans grand succès là encore. Towson avait Wedge dans le collimateur et sauf erreur lui infligeait des dégâts raisonnables, mais rien de déterminant non plus. Mes deux autres TSF étaient dans le vent. Le même scénario s'est en gros reproduit au tour suivant, à ceci près que Wedge a logiquement fait le choix de bumper dans Towson pour ne pas subir ses tirs. Ma navette pouvait encore amocher Tannum, mais ça ne lui faisait pas grand-chose. Et Jake Farrell, lui, est parvenu à achever un de mes survivants de l'escadron Zeta, premier sang pour les rebelles. Towson était désormais bien loin de l'action, condamné à devoir lentement tourner pour retrouver des cibles dans son arc de tir. Les rebelles en revanche pouvaient faire mieux muse avec mes deux TSF restants et ils en ont logiquement sorti un de plus. Au tour suivant, le lieutenant Towson a tout de même pu tirer à nouveau. Avec l'appui du dernier survivant de l'escadron Zeta, il visait clairement Tannum et ensemble, ils ont sorti le B-Wing. J'avais enfin détruit un vaisseau ennemi. Mais cela ne changerait pas grand-chose au résultat final. Lors du dernier tour, les rebelles menaient clairement. Cela ne faisait plus aucun doute quand ils sont parvenus in extremis à dégager mon dernier TSF. Quand la partie s'est achevée, Arnaud avait marqué l'intégralité des points pour tous mes TSF, mais il avait aussi la moitié des points pour le lieutenant Towson. De mon côté, je n'avais l'intégralité des points que pour Tannum, si j'avais la moitié pour tous les autres, mais cela laissait une bonne marge à Arnaud, défaite donc 120 à 161. Du côté de mes coéquipiers, ça n'allait pas beaucoup mieux. En fait, lors de cette ronde, les Wookiees bordelais ont perdu toute leur partie. Sabrina affrontait le joueur séparatiste, Terregan, défaite 139 à 180. Tom, de son côté, s'est retrouvé face à Alexandre, le joueur Akaidon X-Wing, défaite donc, mais très serrée, 117 à 122. Défaite également pour Stéphane face au joueur impérial, Florent, ainsi que pour Yves-Marie face au joueur résistant, Gabriel. Une ronde catastrophique pour l'équipe B des Wookiees bordelais. Petite pause, et puis l'après-midi, troisième ronde. Cette fois, l'équipe B des Wookiees bordelais rencontrait le Nantes Squadron CETA. Au terme des appariements, je me suis retrouvé confronté au joueur rebelle de l'équipe, Guillaume. Il jouait une liste à 3 vaisseaux, 2 petits socles et un moyen. Commençons par ce dernier. Il s'agissait d'un chasseur Arc 170 piloté par Nora Wexley, 55 points d'escadron. En équipage, elle embarquait Jean Erso, 2 points. Elle avait autrement un astromech R3, 3 points. Des boucliers améliorés, 4 points. Et enfin, le talent tireur hors pair, 1 point. Soit 65 points d'escadron. Ce vaisseau fonctionnait plus ou moins en symbiose avec le suivant, un cargo léger HWK 290, piloté par Jan Horst, 43 points d'escadron. Elle bénéficiait de l'onéreux mais indispensable titre Moldy Crow, 18 points, et embarquait un copilote perspicace, 8 points, pour 69 points d'escadron en tout. Enfin, il y avait un X-Wing T-65, piloté par nul autre que Luke Skywalker, 62 points. Outre sa configuration gratuite servomoteur S-Foils, il embarquait un astromech R2, 4 points, et de la sorte, comptait en tout pour 66 points d'escadron. Et ça nous donnait une liste à 200 points d'escadron pile poil, dont voici le résumé. Comme pour la partie précédente, la liste adverse me paraissait prenable entre guillemets. Il s'est avéré, spoiler, qu'elle m'a infligé, et de loin, ma pire défaite de tout le tournoi. Le choix de l'initiative me revenait, mais comme tous les vaisseaux de Guillaume avaient une valeur d'initiative de 5, seul le placement des obstacles en serait affecté, et j'ai donc décidé de jouer en premier. Nos vaisseaux s'activeraient donc dans cet ordre: survivant de l'escadron Zeta, lieutenant Towson, Jan Horst plus Luke Skywalker plus Nora Wexley. Et ils s'engageraient dans l'ordre exactement inverse: Jan Horst plus Luke Skywalker plus Nora Wexley, lieutenant Towson, survivant de l'escadron Zeta. En guise d'obstacle, Guillaume s'était muni de 3 nuages de gaz, ce qui ne m'arrangeait pas vraiment. Pour fonctionner correctement, Towson aussi bien que les TSF avec leur sensor passif doivent avoir une phase d'action. J'ai donc cherché à les évacuer en arrière, mais Guillaume en contrepartie a pu placer 2 de mes 3 astéroïdes et le nuage de gaz restant vers le centre du tapis de jeu, ce qui ne m'arrangeait pas non plus. J'ai déployé mes TSF en formation souple vers le centre gauche de mon bord et Towson orienté vers le centre dans le coin en bas à gauche. Guillaume quant à lui a placé ses 3 vaisseaux ensemble dans le coin diamétralement opposé. Premier tour pépère, comme d'hab. Et c'était plus ou moins le cas aussi du deuxième, même si j'ai réorienté mon escadron pour faire face aux rebelles. Reste que Guillaume gardait ses distances à bon droit. Lors de la première phase de tir, seul Nora Wexley était à portée d'un seulement de mes TSF, sauf erreur, et ça n'a pas donné grand chose de part et d'autre. Les choses ont pris un tour plus brutal au tour suivant, quand tous les vaisseaux ont pu tirer. Nora Wexley avait fini sur un nuage de gaz, ce qui était une sacrée incitation à la tabasser, mais mes attaques se sont avérées décevantes, notamment du fait de la capacité spéciale de cette pilote. À partir de ce moment, elle a toujours eu au moins un de mes vaisseaux à portée 0 à 1, ce qui lui offrait un résultat évasion gratuit à chaque échange de tir. Elle, en revanche, a pu, avec le soutien de ses camarades davantage à l'extérieur, me sortir un premier TSF. Et dès le tour suivant, l'arc s'est retrouvé dans le cul de Towson. Pas nécessairement pour lui tirer dessus d'ailleurs. Guillaume avait bien conscience de ce qu'attaquer mon lieutenant à initiative 5 pourrait avoir de fâcheuses conséquences pour ses autres vaisseaux, en l'autorisant à faire 1 voire 2 actions supplémentaires.
Mais planqué derrière l'Upsilon, elle avait systématiquement son bonus en défense, et bien sûr Tafson lui-même ne pouvait rien y faire. Il a pu, cela dit, avec le concours d'un des survivants de l'escadron Zeta, balancer une très vilaine patate à Luke Skywalker, pas assez pour le one-shot hélas, à 1 point de coque près, sauf erreur. Et le Jedi pourrait ensuite fuir pour se régénérer avec son astromech R2, tandis que Tafson, pris dans la nasse rebelle, devait amorcer un grand virage. Pendant plusieurs tours, à vue de nez, il n'aurait personne dans son arc de tir. Mais Nora, elle, serait toujours dans ses fesses, se servant en gros de ma navette, comme d'un bouclier. C'était à Meta SF de bosser, mais là encore les résultats étaient très décevants. Faut dire, j'avais tendance à me consacrer à cet arc très pénible avec son bonus. John Horse aurait probablement été un meilleur choix, tout spécialement lors de ce tour où elle avait bumpé et n'avait donc pas ses 2 jetons de concentration. Une erreur tactique de plus de ma part. Or Nora pouvait s'en donner à cœur joie avec son dé d'attaque bonus conféré par la tourelle du Hawk bien orientée. L'arc m'a fumé un taille SF de plus. Avec Tafson dans le vent, seul mon dernier taille SF pouvait encore vaguement représenter une menace, mais il n'était pas très bien orienté. Nora, elle, pouvait en profiter comme de juste. En face, John Horst tapait un peu plus dans la navette pour le principe, tandis que Luke Skywalker était à l'autre bout d'une galaxie lointaine, très lointaine. Une situation qui se reproduirait au tour suivant, mais pas à celui d'après. Gaffe humiliante d'abord, et en mal apprécié les distances, j'ai tellement avancé mon dernier taille SF qu'il sortirait obligatoirement du tapis de jeu au tour suivant. Bravo, moi. C'était d'autant plus pathétique que Guillaume avait clairement choisi de privilégier Tafson pour cible, avec Luke qui revenait dans l'action, Janors qui lui collait au train, et Nora qui choisissait de se retourner contre lui. Un choix qui a payé, les rebelles sont parvenus in extremis à dégager ma navette, laquelle n'avait rien fait de plus que subir depuis plusieurs tours déjà. Mon dernier TSF sortant du tapis de jeu, j'étais tablé. De mon côté, je n'étais pas parvenu à sortir un seul vaisseau ennemi, et n'avais que la moitié des points pour Luke Skywalker et Nora Wexley. Défaite donc est très sévère, 66 à 200. Une perte catastrophique où j'ai enchaîné les mauvais choix tactiques. Guillaume, lui, a très bien joué et méritait bien de me défoncer. Mes coéquipiers s'en sortaient bien mieux. Victoire de Sabrina face au joueur résistant du Nantes Squadron Zeta. Tom a parié avec le joueur Akai, remporté une belle victoire, 200 à 52. Je ne sais plus ce qu'il en a été pour Stéphane face au premier ordre de Rise. Victoire enfin pour Yves-Marie face à Jonathan, joueur républicain. Les Wookiees bordelais emportaient donc cette 3e ronde. Mais il restait une 4e ronde à livrer ce samedi. L'équipe BD Wookiee bordelais s'est ainsi retrouvée à affronter l'équipe Rennes de D2A et les appareillements m'ont opposé à Virgile, le joueur républicain. Il jouait une liste à 3 vaisseaux assez typés As. En guise de champion, nous avions nul autre qu'Anakin Skywalker à bord de son Nether Spire Delta 7, 62 points d'escadron. Il bénéficiait de la très onéreuse, surtout pour lui, configuration Delta 7B, 20 points, et embarquait un astromech R2, 6 points, pour 88 points d'escadron tout de même. Il y avait ensuite un second Nether Spire Delta 7 piloté par le mentor Obi-Wan Kenobi, 47 points d'escadron. Lui avait la configuration modification visée laser calibrée, 4 points, et le pouvoir de la force Sens, 5 points, pour 56 points d'escadron en tout. Restait enfin à bord de son chasseur royal Naboo N1, Ricolier, 42 points. Il avait lui aussi un astromech R2, 4 points, ainsi que le talent Prédateur, 2 points, et représentait donc globalement 48 points d'escadron, un coup très décent. Et c'est tout, ce qui nous donnait une liste à 192 points d'escadron seulement, soit un gros bide. Et en voici le résumé. Forcément, dans ces conditions, le choix du premier joueur revenait à Virgile, mais il n'aurait que peu de conséquences, tous ces vaisseaux ayant une valeur d'initiative largement supérieure. Seuls les obstacles étaient concernés et Virgile a donc pris l'initiative. Nos vaisseaux s'activeraient donc dans cet ordre, survivant d'escadron Zeta, Lieutenant Tafson, Obi-Wan Kenobi plus Ricolier, Anakin Skywalker, et ils s'engageraient dans l'ordre exactement inverse. Comme Guillaume juste avant, Virgile s'était muni de 3 nuages de gaz. Un à finir en plein milieu du tapis de jeu, ce qui ne m'arrangeait pas, mais les 5 autres obstacles ont été placés sur les bords où ils ne me gêneraient pas trop en principe. J'ai placé mes 3 TSF en formation souple vers le centre et Tafson déjà orienté vers le milieu du tapis de jeu, dans le coin en bas à gauche. Virgile a placé Ricolier plus ou moins en face et ses 2 Jedi davantage à l'extérieur, surtout Anakin. Classique premier tour pépère de mon côté. Ricolier va forcément très vite, se dirige vers le centre du tapis de jeu, loin de l'arc de l'Upsilon, et les 2 Jedi avancent assez franchement eux aussi, mais tout droit. Mais dans ces conditions, le combat s'engage très vite. Ricolier faisait une cible très tentante pour Tafson et Meta SF, et d'autant plus qu'une erreur d'appréciation de la part de Virgile a fait que le Naboo s'est posé sur le nuage de gaz central. Ça ne serait pas suffisant pour la batterie Lico, mais il a tout de même subi de gros dégâts. Les Jedi de l'autre côté se concentraient sur mon TSF le plus extérieur, mais là aussi sans parvenir à le dégager d'emblée. Et les choses ne s'arrangeraient pas exactement pour Virgile au tour suivant. Le lieutenant Tafson a contraint Ricolier au bump, de sorte que mon TSF gauche puisse lui balancer un missile à concussion dans la tronche. En même temps, une manœuvre un peu trop hardie de la part d'Obi-Wan Kenobi l'a déposé comme une fleur à portée 1 de Tafson et dans l'arc de mes 2 autres TSF.
Du coup, non seulement je dégageais Ricolier, mais c'était aussi le cas pour Obi-Wan Kenobi. Je n'avais pas perdu un seul vaisseau, mais Virgile n'en avait déjà plus qu'un seul. Son champion, Anakin Skywalker, certes, est rendu plus solide par Delta 7B. Il y avait peu de chance pour qu'il finisse à son tour dans l'arc de Tafson. Mais il fallait qu'il aille au charbon. Ciblant mon TSF amoché, il a fait en sorte de le dégager du tapis de jeu à son tour. À ce stade, un de mes TSF, celui qui avait achevé Ricolier, était dans le vent. Mais l'autre était en mesure de s'en prendre à Anakin, et en fait, Tafson aussi, sauf erreur, même de peu. Le Jedi a commencé à accuser un peu le coup. Il était impératif qu'il sorte de l'arc de Tafson. Passer dans son eau ne serait pas facile, du moins dans un premier temps, mais il a tout de même pu faire en sorte d'accélérer pour échapper à cette menace. Même état SF repositionné était de nouveau en mesure de lui balancer des missiles à concussion dans la tronche, sa coque commençait à être abîmée. Au point où les manœuvres d'évasion étaient vitales. Anakin a fui pour sa vie loin des arcs de tir de mes 3 vaisseaux. Mais cela n'a duré qu'un temps, il lui fallait impérativement marquer des points après tout. Il est donc retourné au charbon avec 2 boucliers régénérés par son astromech R2. Il a su zigzaguer entre les arcs d'état SF, mais n'a pas su éviter Tafson, dont les tirs ont seulement compensé la régénération de boucliers à ce stade. Ça sentait clairement le roussi pour le Jedi, et au tour suivant, 2 ou 3, je ne sais plus, de mes vaisseaux ont pu les taper dessus, dont Tafson. Anakin Skywalker est parti en fumée. Cette fois, c'était moi qui tablais mon adversaire. Virgile, de son côté, n'avait remporté les points entiers que pour un seul de mes TSF et la moitié pour un autre de plus seulement. Victoire donc 200 à 62. Au terme de cette journée, j'avais donc 2 victoires et 2 défaites. Ça n'était pas si pire, je suppose. Mes coéquipiers avaient des résultats mitigés. Sabrina a subi une défaite serrée contre Benjamin, le joueur séparatiste, 50 à 54. Tom, opposé au joueur premier ordre, Xavier, lequel avait une liste assez proche de la mienne, a subi une défaite assez sévère, 101 à 200. En revanche, Stéphane a remporté sa partie et victoire de même pour Yves-Marie. La ronde a donc finalement été remportée par les Wookiees bordelais. Au terme de cette journée, nous avions remporté 3 rondes sur 4 et nous étions 6e au classement général sur 13, un résultat plus qu'honorable au fond. Les hostilités ont repris le lendemain, mais nous savions déjà depuis la veille au soir quelle serait l'équipe que nous affronterions, le Nantes Squadron Alpha, un gros morceau. Pour ma part, je me suis retrouvé à parier avec le joueur impérial, Thomas, qui alignait une liste d'as. Tout d'abord, nous avions Dark Vador dans son taille Advanced X1, 67 points d'escadron, un build assez classique pour le sombre senior Sith avec le pouvoir de la force N, 3 points, des senseurs passifs, 3 points, et la modification post-combustion, 6 points, pour un total de 79 points d'escadron. Nous avions ensuite ma chouchoute Whisper dans son taille PH Phantom, 57 points d'escadron, assez proche de celle que j'ai jouée récemment, et notamment à Sainte pour le tournoi des champions de la raclette. Elle avait le talent feinte, 7 points d'escadron, et des senseurs passifs, elle aussi, 3 points. Et elle embarquait en guise d'artilleur le 5e frère, 9 points, pour 76 points d'escadron en tout. Enfin, nous avions Turfenir dans son intercepteur taille IN à poil pour 44 points d'escadron. Ce qui nous donnait une liste à 199 points d'escadron en tout, dont voici le résumé. Nos listes faisaient le même nombre de points. Nous avons donc déterminé le choix du premier joueur au hasard, ce qui n'affecterait que le placement des obstacles. Thomas était muni de 3 nuages de gaz. C'est mon adversaire qui l'a emporté, il a choisi de jouer en premier. Nos vaisseaux s'activeraient donc dans cet ordre, survivant de l'escadron Zeta, Lieutenant Tafson, Turfenir, Whisper, Dark Vador, et ils s'engageraient dans l'ordre exactement inverse. Le placement des obstacles a donné un résultat plus confus que d'usage puisque cela arrangeait mon adversaire qui avait l'initiative. En traçant une diagonale, la moitié en bas à droite du tapis de jeu était totalement dépourvue d'obstacles, mais si j'avais tracé une ligne devant la zone de déploiement de mon adversaire, la section en haut à gauche était autrement encombrée. J'ai déployé mes tailles SF au centre et Tafson tout à droite, qu'il puisse au moins amorcer un bon virage. Après quoi Thomas a placé Turfenir en solo face à la navette, tandis que Vador et Whisper étaient ensemble de l'autre côté du tapis de jeu. Départ pépère pour mes vaisseaux et Whisper. Vador accélère davantage et Turfenir pivote à droite, alors que Tafson s'était réorienté pour lui faire face. L'intercepteur passe au large, la navette et 2 de mes tailles SF auraient pu l'atteindre sans ces tonneaux et accélération de bonne aloi, qui sont ce qu'on attend d'un intercepteur. Plus à gauche, Whisper demeure prudente, mais un premier TSF et Vador peuvent commencer à échanger des tirs pour un résultat limité. C'est l'heure de se montrer brutal. Mon survivant harcelé par Vador avance drastiquement et fait bumper le site. Les 2 autres TSF sont également en mesure de s'en prendre à lui, mais aussi Tafson. Vador subit quelques dégâts non négligeables, sauf erreur, à ce stade, il n'a plus de bouclier. Whisper reste un peu à l'écart, mais Turfenir est en embuscade. Cela dit, mon premier taille a pris cher au passage. Il est en très mauvaise posture, nul doute que Turfenir l'achèvera bientôt. Mais la configuration du jeu au-delà m'avantage un chouïa. Vador comme Whisper font des cibles de choix pour mes 3 autres vaisseaux, mais le site réussit ses esquives et c'est le fantôme qui subit lors de ce tour. Au tour suivant, j'ai certes perdu un taille SF et les 2 autres sont un peu dans le vent, mais Tafson, qui opère un virage serré, a toujours Whisper dans son arc à portée 1, avec le double focus de copilote perspicace.
Il balance tout sur le fantôme et le sort du tapis de jeu. Mais ce joli coup a son prix. Tafson n'est pas en mesure de se réorienter pour menacer Vador ou Turfenir à ce compte-là. Et il n'était pas dit qu'il puisse de nouveau faire feu d'ici la fin de la partie. Or, un de mes tailles SF était tout seul dans la pampa, loin de l'action, tandis que l'autre subissait les feux croisés des As impériaux. Un taille SF de moins donc, et l'autre qui traîne bien trop longtemps à revenir au combat. Tafson tente un virage serré à droite pour choper, probablement pas Vador, mais peut-être Turfenir, mais ça ne passe pas, sans surprise. L'horloge tourne. Nous savons que ce tour sera le dernier. Mon taille SF tente le tout pour le tout et balance un missile à concussion sur Dark Vador, mais le site esquive de justesse. Or, un unique point de coque aurait pu faire la différence si je me souviens bien. En effet, le score était très serré. Thomas avait sorti 2 de médailles SF et a remporté donc 80 points. Quant à moi, je n'avais que les points pour Whisper, soit 76. Défaite pour ma pomme, donc 76 à 82. Et une partie, en définitive, un peu frustrante. Mais, surtout, pour quelques raisons qui ne justifient rien, alors lassitude, fatigue, dépit, que sais-je, je crains d'avoir fait un peu ma mauvaise tête lors de cette bataille et je prie mon adversaire de bien vouloir m'en excuser. Je ne crois pas que ce soit dans mes habitudes, j'espère que cela n'est pas le cas, mais là, a posteriori, je n'ai probablement pas été un partenaire de jeu très sympathique, j'en ai peur, ce qui me peine et me tourmente bien plus que le fait d'avoir perdu. Toutes mes excuses à Thomas, donc. Mes coéquipiers ne s'en sortaient pas forcément beaucoup mieux, cela dit. Sabrina a subi une défaite 0-132 face à Benoît, le joueur résistant du Nantes Squadron Alpha. Tom, en revanche, l'a emporté face à Ronan, le joueur premier ordre, victoire 65-52. Je ne sais plus ce qu'il en a été pour Stéphane, mais défaite en tout cas pour Yves-Marie. La ronde nous échappait. Restait une dernière ronde normale, entre guillemets, puisque la toute dernière serait une ronde de classement opposant le premier au deuxième, le troisième au quatrième, etc. Pour cette 6e ronde suisse, nous avons donc lutté contre la team Occitanie, plus ou moins basée à Toulouse. J'ai été à parier avec Andrew, le joueur séparatiste, et je n'étais vraiment pas confiant quant à mes chances face à une grosse nuée de droïdes. Il s'agissait d'une liste à 7 vaisseaux. Le chef d'escadrille était classiquement le capitaine Cyr, à bord de son chasseur Belbolab 22, 39 points d'escadron. Il embarquait le relais tactique Kraken, 10 points, pour un total de 49 points d'escadron. Nous avions ensuite 6 chasseurs droïdes de classe Vulture. 4 d'entre eux étaient des drones séparatistes, 21 points, tous équipés d'obus énergétiques, 5 points, soit 26 points d'escadron pièce et 104 points d'escadron ensemble. Les 2 chasseurs droïdes de classe Vulture restants étaient quant à eux des drones de la Fédération du Commerce, 19 points, et tous deux étaient équipés de missiles Discord de 4 points, soit 23 points d'escadron pièce seulement et 46 points d'escadron ensemble. Et voici donc une liste à 199 points d'escadron en tout, je vous en donne le résumé. Ça faisait du monde, hein ? Le choix du premier joueur pourrait être important ici et il était déterminé aléatoirement. Je ne me souviens plus très bien du résultat du jet de dés, mais d'une manière ou d'une autre, Andrew jouait en premier. Ce qui fait que j'en suis certain, c'est que, à plusieurs reprises, Andrew a choisi de s'abstenir de tirer sur le lieutenant Tafson avec ses drones séparatistes pour ne pas déclencher ses actions bonus. Tous les joueurs n'ont pas procédé de la sorte lors de ce tournoi, mais cette approche prudente était très sensée. Nos vaisseaux s'activeraient donc dans cet ordre: drone de la Fédération du Commerce, capitaine Cyr, survivant de l'escadron Zeta, drone séparatiste, lieutenant Tafson. Et il s'engagerait dans cet ordre: drone séparatiste, lieutenant Tafson, capitaine Cyr, survivant de l'escadron Zeta, drone de la Fédération du Commerce. Andrew s'était muni comme moi de 3 petits astéroïdes. Tous les obstacles ont été placés à la limite des zones de déploiement de chaque joueur, dessinant un vaste couloir au centre du tapis de jeu. Andrew a placé ses 2 drones de la Fédération du Commerce dans le coin en haut à droite du tapis de jeu, en avant. 3 de ces drones séparatistes se retrouvaient derrière, tandis que le dernier accompagnait le capitaine Cyr un chouïa plus au centre. J'ai pour ma part placé mes 3 TSF au centre, comme d'hab, et j'ai choisi de positionner Tafson près d'eux cette fois, orienté de sorte à prendre la nuée de biais. Premier tour, assez pépère de part et d'autre. Je fais quelques tonneaux avec mes TSF pour les positionner au mieux, tandis qu'Andrew gère l'obstacle séparant sa nuée en 2. Mais nous accélérons subitement ensuite. Si un de mes TSF reste en arrière, les 2 autres peuvent faire feu, et Tafson aussi, bien placé pour le coup, qui sort un drone séparatiste aussi sec. Un des drones de la Fédération du Commerce lance ses missiles Discord dans le vide, mais le gabarit de la nuée de droïdes buzz reste en jeu et me causera des problèmes plus tard. L'autre atterrit pile poil sur un de mes TSF et c'est un problème, mais je savais que je ne pourrais pas y couper. Cependant, un des drones responsables dégage aussitôt sous le feu de mes TSF et son collègue est endommagé. À ce stade, la partie me paraissait raisonnablement bien engagée pour moi. Mais le nombre jouait toujours en faveur d'Andrew. Tafson a bumpé parce qu'il n'avait pas vraiment le choix, et c'est Cyr qu'il s'est payé, ce qui m'empêchait de m'en prendre brutalement au chef d'escadrille. Son relais tactique avait fait son effet, cela dit, 3 de ces 4 drones restants étaient doublement calculateurs, ce qui laissait augurer une phase de tir douloureuse, d'autant qu'ils avaient tous 3 des obus énergétiques.
Tout aussi gênant, 2 de mes 3 tailles SF ont bumpé eux aussi, le troisième n'était pas dans ce cas, mais il avait des droid buzz accrochés à la coque. J'ai perdu un taille SF dans l'affaire, et cette fois sans parvenir à sortir un seul des vaisseaux d'Andrew. Je ne pouvais pas concentrer mes tirs suffisamment, j'en amochais plusieurs, mais je ne les dégageais pas, ce qui était pourtant crucial. Un de mes tailles SF a pu sortir un drone séparatiste enfin, mais les jets de Towson ont été lamentables. En face, en revanche, les Vultures réussissaient de beaux tirs avec leurs obus énergétiques. Ils m'ont dégagé un taille SF de la sorte, et le dernier a succombé à la nuée de droid buzz. Il ne me restait plus que ce gros veau de lieutenant Towson face à 3 Vultures et un Belbelab. La partie était pliée. Dans un premier temps, en bumpant, j'ai pu faire en sorte que mon lieutenant constitue encore une menace. Du coup, il a dégagé le trône de la Fédération du Commerce survivant. Mais il restait 3 vaisseaux séparatistes et les manœuvres de la navette l'ont amené à se payer un gabarit de nuée de droid buzz. C'était la fin, Towson est rapidement parti en fumée. Et les dégâts que j'avais infligés aux séparatistes étaient dérisoires en termes de gains de points. Avec 2 drones de la Fédération du Commerce et 2 drones séparatistes, plus la moitié d'un autre, je n'arrivais péniblement qu'à 111 points. Défaite donc 111 à 200. Du côté de mes coéquipiers, Sabrina perdait également face à Patrick, le joueur républicain, 0 à 54. Tom, en revanche, l'emportait face à Maxime, le joueur impérial, victoire 58 à 46. Je ne sais plus ce qu'il en a été pour Stéphane, je crois qu'il a perdu mais pas sûr. Victoire enfin pour Yves-Marie. Je crois que nous avons perdu la ronde, cela dit. La 7e et dernière ronde serait différente des précédentes. Il s'agissait cette fois d'une ronde de qualification. L'équipe en tête du classement affrontait la 2e pour la première place, la 3e affrontait la 4e pour la 3e place, etc. L'équipe B des Wiki bordelais livrerait bataille avec la Jawa Company Unité Bugman de Saint-Nazaire pour la 9e place. Lors des appariements, je me suis retrouvé opposé à l'embrayeur, le joueur premier ordre, qui alignait la liste classique à base de 4 TSF plus Scorch, exactement la même donc que celle de Florian lors de la première ronde. Inutile donc de revenir dessus en détail, mais je vous en redonne au cas où le résumé. Le choix du premier joueur me revenait, il me semble que j'ai décidé de prendre l'initiative. Nos vaisseaux s'activeraient donc dans cet ordre, mes survivants de l'escadron Zeta, ceux de l'embrayeur, Lieutenant Towson, Scorch, et ils s'engageraient dans l'ordre suivant, Scorch, Lieutenant Towson, mes survivants de l'escadron Zeta et ceux de l'embrayeur. Et j'ai commencé cette ultime partie par une grosse bêtise. Désireux de tenter quelque chose d'un peu différent au regard des obstacles, l'arme avait 3 gros astéroïdes, j'ai fait en sorte qu'ils encombrent la moitié supérieure du tapis de jeu dans le camp de mon adversaire. L'idée était de perturber sa formation et de l'attendre sur un terrain plus favorable pour moi. C'était idiot et l'embrayeur a gagné le jeu de l'attentisme, ce qui était la chose à faire. Du coup, c'est plutôt moi qui en ai pâti, je suis tombé dans mon propre piège. Bravo, Nebal. Le placement de sa nuée de TSF dans le coin opposé du tapis de jeu par rapport au mien jouait dans ce sens. Scorch, en revanche, agissant en solo face à ma formation, j'avais placé Towson orienté vers le centre dans le coin en bas à gauche. Et donc, progression très lente de mon côté, mais aussi du côté de l'embrayeur, avec ses TSF qui, pour l'essentiel, naviguaient pépère dans le couloir constitué par sa zone de déploiement. Il a bien fallu se faire face à un moment, mais les manœuvres en vitesse 1 étaient peu ou prou systématiques sur les cadrans de part et d'autre. Finalement, on s'est quand même retrouvé dans un affrontement ouvert sur la base de 2 lignes très étendues. Les premiers tirs ont été échangés, pas très concluants. Dans l'ensemble, durant cette partie, je ferai déjà de merde pour mes SF en défense comme en attaque. De part et d'autre, nous avons accéléré le rythme ensuite, l'idée étant de passer derrière l'ennemi pour faire usage de la tourelle des TSF. Ça a donné un gros bordel de 7 TSF se tapant dessus dans une zone finalement très restreinte. Mais sans forcément tant de bumps que ça. Mais la première perte a été de mon côté et ce n'était pas très rassurant, l'embrayeur ayant déjà l'avantage du nombre. Towson cependant a fini par fumer un des TSF adverses, mais il avait Scorch au cul à portée 1, ce qui n'était pas très rassurant là non plus. Le mieux à ce stade était encore de le faire bumper, même les TSF étaient partis un peu trop loin de l'action, ce qui leur conférait guère d'opportunité de tir alors que l'horloge tournait. Je suis tout de même parvenu à sortir un survivant d'escadron Zeta ennemi. À ce stade, nous étions à égalité, un TSF sorti et 2 à la moitié des points, de part et d'autre. Le dernier tour serait décisif. Et là, j'ai eu du bol. L'embrayeur avait zappé la possibilité pour le lieutenant Towson de faire un stop rouge. La manœuvre de Scorch l'a fait passer pile poil devant ma navette en plein arc à portée 1 sans qu'un tonneau puisse le dégager de là. Towson étant stressé, il ne pouvait pas fiabiliser son tir, mais il disposait tout de même de 5 dés rouges. Et là, j'ai eu un résultat magistral pour compenser les précédents malchanceux 5 touches. Scorch en a esquivé 2, mais cela suffisait in extremis pour que j'obtienne la moitié de ses points, ce qui a fait la différence. Victoire donc, 101 à 82. Ouf. Pour ce qui est de mes coéquipiers, défaite de Sabrina face au jeu rebelle, Slide Red, 13 à 57. Tom, en revanche, remportait sa 3e partie de la journée face au joueur impérial, Paul. Victoire donc, mais très serrée, 122 à 121. Je ne sais plus ce qu'il en était Stéphane, mais Yves-Marie a également remporté sa partie. L'équipe B des Wookiee bordelais gagnait donc cette ultime ronde, nous serions 9e sur 13.
Ce qui n'est pas terrible, non, c'est sûr, mais pas si pire, je suppose, pour une équipe faite de briques et de broc, partie sur une base cool plutôt que vraiment compétitive, et remaniée à la dernière minute. Vainqueur du tournoi, l'équipe TKT de Brest, gloire aux champions. C'était la fin du tournoi et l'heure de l'annonce des résultats. Mais il y en avait en fait plusieurs de classements. Celui par équipe, bien sûr, dont le résultat était déjà connu, mais aussi celui par faction, qui récompensait les joueurs individuellement. On a commencé par annoncer les vainqueurs pour chaque faction, mais en leur associant aussi ceux qui étaient tout en bas du classement pour la dite, et je ne suis vraiment pas persuadé que ce soit une bonne idée. Puis on a annoncé les deuxièmes places, les troisièmes, etc., jusqu'à épuisement des lots, des figurines pour l'essentiel. Tom était bien classé côté rebelle, jolie performance. Yves-Marie aussi côté impérial, Stéphane enfin du côté séparatiste. Pour ma part, je n'ai pas brillé, de sorte que je n'ai pas été appelé. Il n'y avait plus de figurines. Je sais donc que je ne figurais pas dans les 5 premiers, mais que je n'étais pas le dernier non plus pour le premier ordre. Il y avait a priori 9 joueurs pour la faction, j'ai donc dû finir quelque part entre la 6e et la 8e place, ce qui n'est pas très glorieux. Honnêtement, même si je ne suis clairement pas un bon joueur de manière générale, je pensais avoir fait juste un chouïa mieux que ça, mais non, donc, faut dire, sur cette partie, je n'ai eu que 3 victoires, et si j'ai infligé 2 fois 200 points, je me les suis pris 2 fois aussi, alors... Mais en dehors de ces classements, tous les participants avaient à ce stade déjà des chouettes cadeaux fournis par les organisateurs dès la première ronde. Un gobelet aux couleurs du tournoi qui a beaucoup servi, par exemple pour les bières gentiment offertes par le Nantes Squadron. Une piste de dés souple même couleur qui servira beaucoup, très bonne idée ça. Et cette carte promotionnelle au dos là encore marquée du logo du West Team Championship, correspondant à un pilote pour chaque faction en portrait. Jake Farrell à bord de son Ravinger Z1 pour l'Alliance Rebelle, Duchess dans son TSK Striker pour l'Empire Galactique, ça me plaît bien ça, Asajj Ventress dans son appareil de poursuite de classe Lancer pour les racailles et scélérats, puis le Major Von Reg dans son intercepteur Taille BA pour le premier ordre, une avant-première, et Rey dans son YT-1300 récupéré pour la Résistance. Enfin, Padmé Amidala à bord de son chasseur royal Naboo N1 pour la République, et Dark Maul dans son infiltrateur Sith pour les séparatistes, là aussi je suis preneur. Et voilà, maintenant fallait rentrer sur Bordeaux. Merci en tout cas à l'organisation et à tous les joueurs pour ce chouette mais crevant tournoi, et à une prochaine fois. D'ici là, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas et que vous voulez soutenir la chaîne, merci beaucoup, c'est tout à fait bienvenu. Vous pouvez le faire de plusieurs manières. Les commentaires, les abonnements, les pouces, les partages, tout cela est très appréciable et merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui portera probablement sur les ajustements des points d'escadron pour janvier. Je vais avoir un petit peu de retard, mais c'est pas grave, on va essayer d'analyser un petit peu tout ça. À très bientôt donc.